Mon ADN venait à 70% du Nigeria. Tu sais, ça te dit quand même, tu viens d'Afrique, tu viens du Nigeria, un endroit qui est beaucoup connu maintenant pour ses artistes, ses mélomanes. J'aime bien venir de là, sans savoir pourquoi. Ton début, c'est l'Afrique. Et nombreux sont tes ancêtres qui en furent arrachés par la traite négrière. L'une des premières à poser le pied en Martinique appartient à ta branche paternelle. Nous savons juste qu'elle naît en Afrique vers l'an 1768. Capturée par des marchands d'esclaves, elle est vendue à un équipage français. Un esclave coûte cher. Elle est échangée contre un jeu de toile fabriqué à Rouen, quelques couteaux et perles, un fusil, de la porcelaine de Chine, un baril de poudre. Elle embarque avec d'autres pour une destination dont elle ignore tout. Je ne sais pas si elle en avait conscience à ce moment-là que c'était ses derniers moments en Afrique. À son arrivée sur l'île de la Martinique, elle est revendue pour une somme équivalent à 15 000 €. Elle y reçoit un nouveau nom, Marguerite, ton ancêtre. Contre de l'alcool, des perles et des fusils. Je suis pas plus surpris que ça de l'horreur de ce genre d'échange. La traversée de l'océan, de l'Afrique vers les colonies, est aussi appelée le passage du milieu. Elle dure près de 3 mois. À bord, entassés parfois à plus de 500, les captifs sont déshumanisés, enferrés, sous-alimentés, rongés par les maladies. 1 sur 8 ne survit pas. Malgré les chaînes, certains esclaves tentent de se suicider, ou quand ils en ont la force, de se révolter. Comme c'est le cas lors d'une expédition de l'ancêtre de Pascal Le Mercier. Sur ces 10 bateaux, 3 ont vu les captifs se révolter. Ton ancêtre était peut-être sur l'un d'entre eux. Mais c'est possible, ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait participé. Ça fait plaisir. Nous avons pu reconstituer une partie de ton arbre généalogique. En 1870, le sud de la Martinique se soulève. On appelle cette semaine d'émeute l'insurrection du Sud. Elle est menée par des femmes. Parmi elles, Lumina Sophie. C'est une rebelle qui très tôt s'insurge contre les injustices de la société coloniale basée sur les discriminations. Elle n'est ni plus ni moins cette Lumina, ton arrière-cousine. Quand je vois l'histoire de Sophie Lumina, je me dis waouh, bah écoute, je connais la sensation que d'aller au-devant des gens pour ne pas se laisser faire, pour exister, pour écarter les murs, pour que les choses changent. Je connais cette sensation-là, et pas seulement celle qui existe quand tu as 18-20 ans et qui sont tes hormones. Non. Je le vis encore aujourd'hui, donc qu'est-ce qui s'est passé? Il va y avoir environ 500 arrestations. Lumina Sophie est jugée. On va lui reprocher d'avoir voulu dominer les hommes durant cette insurrection. On va lui reprocher d'avoir incendié 3 habitations. Et on va l'accuser d'avoir été blasphématrice. Parce qu'elle aurait dit, blasphématrice, elle aurait dit que si le bon Dieu avait une case sur terre, qu'elle l'aurait incendié parce que c'était certainement un vieux béquet. Ah. Lumina est condamnée aux travaux forcés, à perpétuité. Elle est déportée en Guyane, au bagne de Saint-Laurent-du-Maroni. Elle n'y survivra pas. Puis juste de savoir que elle avait 19 ans, elle est morte à Cayenne, enceinte. Waouh! C'est marrant, c'est sur ces points-là que j'appuie le plus quand je le raconte à mes proches. C'est très impactant
temps, sur ta lecture du monde aujourd'hui en plus, en tant qu'être humain, en tant que père de famille, en tant que... Enfin voilà. Mais est-ce que toi, tu en avais déjà entendu parler de Nina Sophie? Pas une seule seconde. Pas une seule Non, vraiment pas. Je me suis dit, bon, écoute, t'as l'impression de comprendre des choses sur toi, mais en même temps, on n'est pas là. L'époque n'est pas la même. Tout le contexte est complètement différent. Donc, alors oui, tu rêvasses des choses en te disant, waouh, je suis un descendant ou dans une lignée de... Ouais, tu peux t'extaser sur des choses comme ça, mais en fait, du coup, moi, ça me fait m'intéresser à... Ouais, mais en fait, comment étaient les interactions humaines, comment était l'époque? Tandis que les révoltes d'esclaves se multiplient dans toute la Caraïbe, un nouveau pas est franchi vers l'abolition. En 1807, la Grande-Bretagne interdit la traite négrière. Sous la pression de son puissant voisin, la France fait de même en 1815. Mais la traite n'est pas l'esclavage, qui continue en toute légalité. Des dizaines de milliers de captifs sont introduits dans les colonies via ce trafic de l'ombre. C'est l'histoire de Gervais et Marie-Claire Joy, tes ancêtres à la 5e génération. Nés en Afrique au début du 19e siècle, ils sont tous les deux transportés illégalement en Martinique. Pour les esclaves embarqués dans les cales, cette traite clandestine est plus périlleuse encore. Les naufrages ne sont pas rares. De savoir que des gens ont été déportés sans savoir où ils allaient, déracinés, ça, et puis pour qu'aujourd'hui on se rende compte que leurs descendants sont invisibilisés, enfin tu vois, c'est un poids, c'est une usine à gaz tout ça. Voilà, c'est-à-dire que j'ai appris que je ne sais rien en fait. Tout simplement, mais vraiment. Sur la rive de l'Anse-Cafard, le sculpteur Laurent Valère a conçu un mémorial, là où a sombré un navire négrier le 8 avril 1830. La mer, ce jour-là, était déchaînée. Les gens du quartier sont venus pour faire signe au bateau de ne pas rester là. Parce que la mer... Parce que la mer est démontée. Ouais. Mais le bateau est ancré, il n'y a personne sur le pont, personne ne répond. Mais tout le monde comprend qu'il s'agit d'un bateau de traite clandestine. Donc il y a des gens là. Ouais. Voilà. Et c'est donc le soir que le bateau va exploser littéralement au pied de la falaise. D'accord. Et on va sauver principalement des femmes et des enfants. Parce que les gars ont été enfermés dans la cale, ils sont morts noyés dans la cale. Ouais, donc en fait, la question, c'est savoir si Gervais et Marie-Claire étaient dans ce bateau. À l'époque, c'était du trafic. Les trafiquants, les grands drug dealers, ils ne laissent pas de carte grise. Hein. Ouais, donc, bien sûr, j'entends. On ne sait pas, tu vois. D'accord. En fait, tu te trouves devant un mur, qui est le mur auquel est confronté tous les Antillais. C'est qu'à un moment donné, on ne sait plus, on ne retrace plus les origines. Gervais et Marie-Claire pourraient faire partie des 26 hommes et 60 femmes rescapés de ce naufrage. Le même jour, les militants renversent la statue de Joséphine de Beauharnais. La tête de la statue avait déjà été coupée dans les années 90 par une autre génération de militants. Fille de planteurs martiniquais, elle aurait, selon une croyance populaire, suggéré à son époux Napoléon Bonaparte de rétablir l'esclavage en 1802. Donc ça, ce sont les restes. C'est ce qu'on a bien voulu laisser dépasser. On aurait pu le couvrir, mais c'est pour que les gens ils se disent « mais il n'y avait pas de statue ici avant ». En fait, si, il y en avait une, mais maintenant, on a un bac de permaculture. Sa tête ne tient pas, donc sa tête bascule comme ça. La tête ne tient pas, les yeux sont un peu dans le vague et tout. Et je leur demande « pourquoi vous le ramenez au poste de police ?» J'ai dit « je suis sa mère, arrêtez-vous, je veux l'embrasser, je veux embrasser mon fils ». Le premier geste qui est fait par les gendarmes, c'est
d'aller main dans la main au commissariat de Fort-de-France pour expliquer que Kezia avait donné des coups de poing. Les vidéos démontrent que Kezia n'a pas porté de coups de poing. C'est pour ça que nous avons déposé plainte pour faux. Lorsqu'on agrandit les photos, on voit à quel moment on a un gendarme qui pose son genou sur les parties intimes de Kezia. Lorsqu'on regarde les vidéos attentivement, on voit à quel moment un gendarme plante son pouce dans l'œil de Kezia. Qu'il convient d'ajouter dans ce qui s'est passé le 16 juillet, c'est que Kezia dit « on m'a insulté, on m'a traité de sale noir ».